Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Défaite électorale, victoire médiatique. Emmanuel Macron avait fait des élections européennes un référendum sur sa personne et malgré la défaite face au RN, il s'accroche avec le soutien des médias. Attentat à Lyon, les médias voient flou. Un clandestin algérien islamiste radical a commis un attentat en plein Lyon. Photos floues et arrestations tardives, la question d'une manipulation se pose. Européenne, vague verte ou identitaire ? Les médias français ont finalement peu parlé des résultats internationaux de ces élections européennes, sauf pour vanter une vague verte largement exagérée. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Emmanuel Macron et Nathalie Loiseau n'ont pas réussi leur pari, c'est le Rassemblement national qui a pris la tête à l'issue de ces élections européennes. Et dans un premier temps, les commentateurs, et même jusqu'au plateau de BFM, ont rappelé qu'Emmanuel Macron s'était engagé de tout son poids pour la victoire de la liste de Nathalie Loiseau, faisant donc de cette élection un référendum. Mais très vite, un autre son de cloche s'est fait entendre dans les médias français, par exemple Le Monde, qui en une titre « Macron et Le Pen assoient leur domination » et qui donc met sur un pied d'égalité Macron et Marine Le Pen. Le Figaro avec sa une « Macron installe le duel avec Le Pen » donne donc même un léger avantage à Macron qui installe cette situation. Le Monde titre « Macron a réussi son OPA sur l'électorat de droite ». Là encore, une confirmation que c'est lui qui est à la manœuvre. Et puis cette une assez extraordinaire du Figaro « Macron veut profiter de l'élan des européennes » avec un article. Macron s'appuie sur sa demi-victoire pour se relancer. Fort du score de la liste LREM, le président veut enclencher l'acte 2 de son quinquennat. Et les journalistes du Figaro écrivent même « Emmanuel Macron peut se réjouir, le pire est évité. Le président de la République a retrouvé dans les urnes la légitimité que les gilets jaunes lui contestaient dans la rue. » Sauf que, en réalité, le ressenti des Français n'est pas exactement le même que celui des journalistes du Figaro, puisque l'Express nous apprend que ces résultats ont été un échec personnel pour Macron pour près de 2 Français sur 3. Et France Info renchérit avec un autre chiffre, 72% des Français réclament un changement fondamental de politique après la défaite du parti présidentiel. On voit donc, Jean-Yves, qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'écrivent certains journalistes qui parlent d'une victoire d'Emmanuel Macron et puis du ressenti des Français qui sont très majoritairement opposés à sa personne et à son programme politique. Bah oui, puis ils ont l'impression qu'on s'est un peu moqué d'eux, puisqu'on leur a dit c'est un match, c'est un duel. Bon, donc il y a un gagnant, il y a un perdant. Sauf que effectivement, si Marine Le Pen avait été derrière Macron, on aurait dit Macron bat Marine Le Pen, Loiseau bat le Rassemblement national. Comme c'est pas ce qui s'est passé, on dit finalement ils font à peu près jeu égal. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un gros écart de voix et qu'on est dans une élection proportionnelle. Mais on a présenté ça comme un référendum et comme une élection majoritaire. Alors il faut savoir, avant on joue une règle et après on joue une autre règle. Et les Français se rendent compte quand même de la tromperie, de même que la presse étrangère, notamment allemande, qui est beaucoup plus sévère pour Macron que les médias français, qui sont toujours d'une complaisance tout à fait incroyable, et qui privilégient la petite interprétation tactique, qui n'est pas forcément totalement fausse, à savoir qu'il s'est installé en face de Marine Le Pen en ayant quand même assez largement éliminé les Républicains. Voilà. Et donc, on fait cette interprétation tactique. Voilà. Ouais. Sachant que, par ailleurs, les Français sont quand même très majoritairement opposés à sa personne, mais ça, le Figaro, a priori, n'a pas l'air de s'en rendre compte. Alors, autre grand gagnant, selon les médias, ce sont les écologistes. On a vu une grande bienveillance médiatique, avec par exemple cet article du Monde, la gauche dominée par Europe Écologie Les Verts, ou encore le JT-TF1, Yannick Jadot et Europe Écologie Les Verts créent la surprise, et Le Monde qui note que c'est bien le premier parti chez les jeunes Français.
Et Paris Match qui dresse un portrait de Yannick Jadot, la victoire de l'écolo pragmatique. Et quand on parle de Paris Match et de Yannick Jadot, on pense immédiatement à cette scène qui s'est passée juste après l'annonce des résultats des européennes, où on voit que Yannick Jadot et sa compagne vont donner une photo à Paris Match en exclusivité, et c'est assez rigolo à regarder. Oui, Isabelle. Tu peux faire en sorte qu'on soit tranquille en fait. Ouais. Je vous demande juste donc de rester ici pour l'instant. Attends, on filme pour Paris Match. On filme pour Paris Match. Perdu. Non, S'il vous plaît, hop. Voilà, on est dans le pur exercice de communication où on accorde une exclusivité à l'un et on chasse les autres avec le service d'ordre. Voilà. C'est assez drôle de voir des journalistes de Paris Match chasser d'autres journalistes pour protéger Yannick Jadot, le candidat un peu anti-système de gauche. Et qui est lui-même accompagné de sa compagne qui est journaliste. Donc tout ça est une affaire de journaliste. Et effectivement, ce qui est intéressant de noter, c'est que la compagne de Yannick Jadot n'est pas une inconnue, c'est Isabelle Saporta. Et dans un article qui lui est consacré, là encore par Paris Match décidément, on apprend qu'elle a mené la bataille des Européennes avec lui. Cette bataille, on l'a tellement menée ensemble, c'était un peu notre victoire. Sauf que cette femme, elle est également éditorialiste sur RTL. Et en pleine campagne, pendant la campagne, elle a publié de nombreux éditos en faveur des écolos. Et donc, mené la campagne effectivement avec lui. Et ça a un petit peu fait bouillir certaines personnes sur les réseaux sociaux qui n'ont pas manqué de comparer sa situation avec celle de Léa Salamé. Qui s'était mise en retrait le temps de la campagne de son compagnon. Et hier, Isabelle Saporta a annoncé sa démission de RTL dans un article exclusif au Parisien, et dans lequel les journalistes notent d'emblée à peine arrivée à notre rendez-vous, elle fond en larmes. Isabelle Saporta est vilipendée sur les réseaux et en interne pour avoir avancé masquée et sans avoir choisi de se mettre en retrait le temps de la campagne. Et à ces journalistes, Isabelle Saporta déclare « On l'a fait ensemble cette campagne et j'en suis très fier. Ce fut un long combat. Je l'ai aidé à écrire ses discours et à préparer ses interventions tout en me cachant. » Et ce qui est assez drôle, Jean-Yves, pour conclure cet entretien, à la question « Restez-vous journaliste ?» elle répond « On reste journaliste toute sa vie. J'espère pouvoir continuer. C'est important de porter la parole écologiste dans les médias. On n'est pas si nombreux à le faire. » Donc là, c'est quand même assez drôle. Hein. C'est assez drôle. Alors, ce qui est assez drôle, il y a la comédie, puisqu'elle fond en larmes. Elle explique qu'elle livre un combat politique et elle fond en larmes quand elle voit des journalistes. Ça, c'est de la comédie, parce qu'un combat politique, c'est toujours un peu dur. Hein. Ou alors on fait autre chose. On n'est pas forcé de faire de la politique. Mais fondre en larmes, ça, c'est les méthodes de tromperie émotionnelle habituelles. Alors, il y a un article qui est intéressant dans le Parisien, qui lui fait aussi un assez joli portrait. Oui, c'est dans cet entretien-là. Où elle explique qu'elle est une journaliste engagée. Au moins, elle a le mérite, d'un certain point de vue, de le reconnaître. Et elle dit, ça c'est encore plus intéressant, j'ai d'ailleurs été recrutée pour ça par RTL en 2018. Retenez bien cela. Elle a été recrutée par RTL en 2018 sur le créneau du matin, au moment même où RTL virait Zemmour. Donc, sans doute, on trouvait Zemmour trop engagé sur les questions d'identité et d'immigration, donc on le vire, et on recrute à sa place une journaliste engagée sur les questions d'écologie, parce qu'on veut mettre en avant les questions d'écologie, qui sont réelles d'ailleurs, précisément comme contre-feu aux questions d'identité et d'immigration. Finalement, Éric Zemmour devrait peut-être se mettre à l'écologie. Ça marcherait peut-être mieux pour lui sur les médias. Peut-être. Et ce qui est intéressant aussi dans cet entretien où elle dit qu'elle se cachait de cette activité d'écriture de discours, c'est qu'elle savait que c'était problématique par rapport à son activité de journaliste et que malgré tout, elle est restée. Donc c'est quand même... Oui, et maintenant, elle part parce qu'elle sait qu'ils vont avoir des moyens importants au Parlement européen. Donc elle n'a plus de soucis, de fin de mois. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour elle. Alors, effectivement, il y a une grosse propagande en faveur de la thématique écologique, même dans les derniers jours. Par exemple, France Info, qui, le jour des élections, déclare « Aujourd'hui, on ne peut pas parler politique, on va donc parler écologie ». Donc voilà, ça c'est un peu l'écologie, c'est de la politique. Et un tweetos qui reprend cette phrase « Imaginez la chaîne d'info du service public qui commence la journée par « Aujourd'hui, on ne peut pas parler politique, on va donc parler immigration et insécurité ». C'est vrai que ça aurait
pas eu la même effet. Pas exactement la même chose. Et ça s'inscrit donc dans une démarche un peu globale de propagande pro-écologie, jusque dans les derniers jours, voilà, on se souvient de Greta Thunberg, etc. Les problèmes écologiques sont réels, les problèmes d'environnement sont réels. Bien sûr. Ils sont traités aujourd'hui sous une forme particulière, qui est le climato-catastrophisme avec Greta Thunberg, etc. Bon, ceci étant, le fait de mettre en avant les écologistes pour des opérations électorales, ça n'a rien de nouveau. Ça a commencé, là je ne parle que de la France, ça a commencé en France en 1992 pour les élections régionales, vous voyez que ça date pas d'hier, les écologistes ont toujours eu des hauts et des bas aux élections régionales et aux élections européennes, qui sont les meilleures élections pour eux, et il y a des moments où ils sont entre 5 et 10, et d'autres où ils sont entre 10 et 15, ça va. Ça vient. On dit c'est un succès extraordinaire. Ils ont fait un peu plus de 13%. Ils avaient fait plus de 16% en 2009. Donc voilà, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est un jeu habituel. C'est un vote refuge qui est mis en avant par les médias quand ça correspond aux intérêts du pouvoir en place. Alors, autre jeu habituel médiatique, eh bien, ce sont les clashs, notamment les clashs politiques. Et il y en a eu un beau après ces élections européennes. Vous n'avez pas pu le manquer, Jean-Yves. C'est celui entre Collard et Cohn-Bendit sur le plateau donc là, de TF1. C'était assez intense. On va regarder le début de ce clash. D'abord, il y a deux représentants de La République En Marche. Je crois que Daniel aura l'honnêteté de reconnaître... Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, c'est notre grand faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien de La République En Marche. Il aura l'honnêteté de le reconnaître. Bon, sur l'utilité de votre... je suis fondamentalement... Qu'est-ce que vous êtes faux cul, quand même. Fondamentalement vous avez deux représentants de La République En Marche. Mais prenez la parole. Prenez la parole pour vous exprimer. Ce n'est pas la présence qui compte, c'est ce qu'on dit. Allez-y. Tu es de trop. Ah bon, ben je m'en vais. Alors, Et vous allez le voir, le ton est très rapidement monté. Au moins, les vieilles guenilles, les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à con. S'il vous plaît, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard, oui, c'est insupportable, c'est insupportable. Coupez-leur le micro, c'est insupportable. Monsieur Collard. Alors, c'est doublement intéressant. D'abord, qui passe à l'insulte, c'est Cohn-Bendit. Comme d'habitude, quand il est mis en cause personnellement, il passe à l'insulte pour arrêter son interlocuteur. Et là, en l'occurrence, Collard a posé quand même une vraie question en disant au TF1, écoutez, quand même, vous exagérez, puisque vous prenez comme grand témoin Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, c'est un représentant de La République En Marche. Il a fait campagne pour Macron, il soutient Macron. Et alors, ils nous disent, oui, mais c'est un expert européen. Ouais, bien sûr. Enfin, il n'est plus élu au Parlement européen depuis 2014, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est qu'il avait fait une carrière assez intelligente. Un coup, il était élu en France, un coup, il était élu en Allemagne. Et en 2014, les Allemands ont dit, les Verts allemands ont dit non, là, c'est pas possible, parce que les affaires de pédophilie, de déclaration pédophile de Cohn-Bendit sont ressorties. Eh bien, n'empêche que, depuis, il se répand comme jamais dans les médias français. Et évidemment, c'est absolument pas un observateur neutre, c'est un observateur militant, libéral, libertaire. Passons au zapping. Elles sont toutes mères de famille et on les voit rarement manifester. Mais aujourd'hui, elles sont inquiètes. Et c'est d'abord leur cœur qui s'exprime. Le Code de l'éducation affirme déjà que les signes ostentatoires d'appartenance à une religion sont interdits dans les écoles publiques. L'amendement du Sénat y ajoute donc les sorties scolaires. En quoi ça dérange qu'on soit voilé dans la rue avec nos enfants en sortie? Même les maîtresses sont d'accord, elles nous respectent, elles respectent notre identité. Là, ces femmes-là sont dans un processus militantisme. Elles promeuvent l'islam radical, l'islam politique. Elles promeuvent la visibilité de cet islam qui enferme les femmes. Est-ce que vous croyez vraiment que la promotion de l'islam radical mettrait des femmes dénudées avec des femmes couvertes d'un burkini sur la même voie? Bien sûr, c'est pour abuser des esprits naïfs comme vous. Est-ce paradoxal, cette jeunesse qui ne vote pas, mais qui manifeste pour défendre cette cause environnementale, alors que l'écologie est au cœur de cette campagne? D'abord, l'écologie n'est pas au cœur de cette campagne. Ce qui est au cœur de cette campagne, c'est l'immigration. Tous les sondages le montrent. Mais ce qui est intéressant... Est-ce que vous diriez est-ce que vous diriez que, pour schématiser, c'était plutôt l'écologie pour les partis de gauche et l'immigration pour les partis de droite? Je ne sais pas, oui, ça, on peut dire ceci.
Et quand la droite s'excuse en permanence en face des gens de gauche qui lui disent « vous marchez sur les terres du Front National », les gens de droite, la plupart, et en plus ça ne vous concerne pas forcément en premier lieu dans ce parti, qu'est-ce qu'ils répondaient? Ah mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au lieu de dire « nous avons des terres en commun, ce ne sont pas les terres du Front National, nous avons des terres en commun ». C'est exactement ce qui vient de se passer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des choses en commun à droite. D'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle Charlotte Dornelas. Et d'ailleurs, j'ai... Attends. Oui, non, j'ai un SMS d'Al Capote qui dit ça rime parfaitement avec salope grosse pétasse. C'est vrai que c'est un moyen mémotechnique qui peut marcher pas mal. Demander aux Irakiens, demander à plein de peuples qui ont reçu les bombes dont il estimait qu'elles étaient philosophiques. C'est-à-dire cet homme n'imagine pas le mal qu'il peut faire en faisant de la politique politicienne, en défendant l'Europe, l'Europe libérale, l'euro, l'argent, le marché, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et il estime qu'on doit pouvoir envoyer des bombes ici, on doit pouvoir bombarder là. C'est quand même sidérant qu'un intellectuel qui décide comme ça qu'on peut détruire un pays dise après « mais moi je suis coupable et responsable de rien ». Allez, un message maintenant qui va vous faire réagir en une de la Croix. Ouais, il faut juger à Paris et pas à Bagdad. On le rappelle, 6 djihadistes français ont été condamnés à la pendaison en Irak. Votre avis là-dessus, Guillaume Enquête? Oui, je pense que c'est effectivement la loi du talion, mais qu'en l'occurrence, elle est légitime. Ces gens ne sont pas des condamnés comme les autres, ce sont les ennemis de la France qui ont porté les armes contre nous. Je remarque d'ailleurs que la France, dans le passé, les a parfois éliminés de façon directe à travers ses forces spéciales. Sans jugement. Sans jugement, ce qui était une autre façon quand même d'appliquer une sentence de mort. Je pense que Bellamy a incarné un certain renouveau, mais qu'il a perdu justement parce qu'il avait le poids de l'héritage du PPE et qu'on ne peut pas prétendre défendre la civilisation quand on naît dans un parti qui a signé tous les traités de libre-échange, qui a mené une politique européenne sans âme, qui précisément contribue à détruire, à mon avis, notre culture, notre histoire et notre civilisation. L'eurosceptique Nigel Farage et son parti du Brexit a laminé ses adversaires en récoltant près d'un tiers des suffrages. Les candidats déclarés à la succession de Theresa May sont unanimes, y compris ceux qui avaient milité pour un maintien dans l'Europe. Il faut à tout prix mettre en œuvre le Brexit, au risque d'accentuer la fracture entre la population et les politiques, au risque de faire le jeu du populiste Nigel Farage. Plusieurs journalistes convoqués par la DGSI. Est-ce que vous ne trouvez pas plutôt que c'est pas pour essayer de savoir qui les a informés, mais essayer de les intimider, de les empêcher d'enquêter plus loin? Mais ça, l'intimidation, le pouvoir sait faire. Macron sait faire fonctionner l'intimidation. Il fait de telle sorte que des gens aient peur. Et puis quand les gens n'ont pas peur, ils lui font savoir qu'ils n'ont pas peur, effectivement, à ce moment-là, il frappe. Donc oui, on voit bien que depuis un an, je sais pas, ça fait plus d'un an qu'il est là au pouvoir, la démocratie est en danger. Pourquoi Macron a gagné ou n'a pas perdu, ce qui est peut-être plus difficile encore en politique, après 2 ans de pouvoir. Les retraités ont pardonné à Macron. Ils lui ont pardonné la CSG, ils lui ont pardonné la désindexation. Alors en partie parce qu'il a rendu en partie l'argent, mais aussi parce que les retraités veulent que les réformes continuent. Ils veulent que Macron continue à tenir les promesses que la droite a faites pendant 20 ans, 30 ans et n'a jamais tenues. Le FPO autrichien qui s'est compromis avec des Russes, je le dis le plus factuellement possible. Le FPO s'est compromis avec des Russes? Oui, dans une scène, avec quels Russes? dans une vidéo. Mais vous savez très bien que c'était un coup monté. C'était un coup monté, mais voilà, donc ce n'était pas le chef un coup des Russes. Pourquoi vous êtes méprisant, monsieur Cohen? Mais si, mais... la question c'est sur combien d'années comme un insulteur public, comme un petit inquisiteur. Et je ne trouve pas ça respectueux vis-à-vis de, en l'occurrence, des 5 millions de Français qui ont glissé un bulletin Rassemblement National dans l'urne. Vous avez dit que je considère que... particules fines au milieu de l'océan, c'est pareil qu'au milieu des villes. Monsieur Cohen, est-ce qu'on peut terminer une phrase? Vous êtes journaliste. Monsieur Cohen, ce qui est insupportable avec vous, c'est que vous oubliez que vous êtes journaliste sur le service public, que vous êtes payé avec l'impôt des Français, y compris avec l'impôt de ceux qui ont voté pour moi dimanche dernier. Donc il faut être un peu plus respectueux des gens que vous invitez sur les plateaux. Bon, un double coup de chapeau pour commencer. À Bardella, parce qu'il est très combatif face à Patrick Cohen, et à Patrick Cohen, quand même, qui mérite notre respect, parce qu'il a déjà obtenu une muselière d'or au Bobard d'or 2014, et il continue d'être toujours aussi ferme dans la volonté de censure et de donner des leçons à tout le monde. Belle constance de Patrick Cohen. Il veut un deuxième prix, peut-être. Ah oui, peut-être. Oui, c'est vrai qu'il le mériterait quand même, parce qu'il a beaucoup de constance, beaucoup de talent. Patrick Cohen, dans le sectarisme, c'est un petit bijou. Voilà. Alors, Charlotte Dornelas, régulièrement, elle est très bonne, il faut bien dire, quand elle participe à des émissions de télévision, et elle est aussi régulièrement insultée
et généralement insulté sur le service public. Voilà, au moins les gens savent pourquoi ils payent leur redevance, pour que Charlotte Dornelas puisse être insultée. Et là, sur le Move, Move, qui est une radio de musique urbaine. Oui, pas toujours de musique urbaine, puisque il y a 4 ou 5 ans, c'était encore une radio qui diffusait essentiellement du rock, et qui s'est convertie aux musiques dites urbaines, au rap, aux musiques immigrées, il faut bien le dire. Et c'est un instrument, le Move, c'est un instrument du grand remplacement ethnique et du grand remplacement culturel. Et c'est pas étonnant qu'il y ait cette haine vis-à-vis de Charlotte Dornelas. En plus, on puisse ironiser, mais c'est même pas drôle, quoi. C'est vulgaire, c'est grossier, c'est... Bon, voilà, mais c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, voilà. Intéressant de voir quand même que la DGSI s'intéresse de près aux activités de certains journalistes, et même plutôt de médias conformes, puisqu'ils s'intéressent à des journalistes du Monde. Alors c'est intéressant, qu'est-ce que c'est la DGSI ? La DGSI, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est ce qu'on peut appeler un service spécial. C'est né de la fusion de la DST, qui était un service de renseignement, un service d'espionnage, de contre-espionnage, et DRG, qui était un service de renseignement plus pépère. Et maintenant, c'est un grand service de renseignement. C'est une police politique. C'est une police politique et qui convoque des journalistes. C'est tout de même assez intéressant. C'est un des éléments de ce que j'appelle personnellement la dictature Macron. Alors Barbier, toujours ineffable, nous explique que les retraités ont voté Macron. Alors il y a eu là-dedans, il y a une manœuvre politique. Il y a une manœuvre politique puisque Macron s'est arrangé sous couvert de répondre aux Gilets jaunes pour restituer de l'argent aux retraités, comme par hasard, juste avant les élections européennes. Ça, honnêtement, c'est assez finement joué. C'est une vieille ficelle, mais enfin, c'est finement joué. Et puis, il y a quand même un phénomène qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est que les retraités sont les gens qui passent le plus de temps derrière leur poste de télévision, et la télévision classique, plus encore que les nouveaux médias, et donc ils sont sous infusion. Ils ont eu 3 mois de propagande permanente de Macron, avec soi-disant le grand débat, qui était en fait un moyen pour Macron de faire campagne et de mobiliser malgré tout son électorat, et notamment celui des retraités les plus à même de passer leur temps devant le téléviseur. Eh bien voilà. Bien, passons au second sujet. Attentat à Lyon, les médias voient flou. Mohamed Hichem M, un Algérien de 24 ans, a donc avoué hier aux enquêteurs être le terroriste ayant fait exploser un paquet contenant des boulons dans une rue passante de Lyon, faisant plusieurs blessés. Mais avant cet aveu, tout était flou, notamment pour les médias, mais aussi pour les Français, avec la diffusion de photos du suspect, d'appels à témoins, qui était très très flou. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a même été noté par certains éditorialistes, comme par exemple La Nouvelle République, colis piégé à Lyon, tout est flou, même la photo. Effectivement, tout le monde s'est posé la question, pourquoi est-elle aussi floue ? Bien, premier élément de réponse avec Gérard Collomb, interrogé par Le Progrès, qui déclare « Moi qui ai tout visionné, je peux vous dire que la netteté des images était parfaite ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a reconfirmé et reprécisé ça au micro de Ruth Elkrief. Tous les journaux disaient le lendemain, la vidéoprotection de Lyon, elle ne vaut rien. Les images sont floues. Non, elles avaient été floutées par la police de manière à ne pas donner l'alerte. Mais les images étaient très nettes. Oui, alors Jean-Yves, je dois vous présenter mes excuses parce que quand on a préparé cet immédiat, on avait posé cette question des photos floues avant les aveux de Gérard Collomb. Et je m'étais dit que c'était impossible que la police, en diffusant ces photographies, les ait floutées volontairement et que c'était donc des photos de mauvaise qualité parce que les images étaient de mauvaise qualité. Pas du tout. Et vous m'aviez dit que c'était possiblement une manipulation, que c'était possiblement, en tout cas, une manipulation volontaire de la part de la police. Et vous aviez raison. Donc, voilà, déjà, je respecte votre expérience, mais alors pourquoi C'est très simple, c'est une manipulation politique.
Parce que si la police diffuse des images d'un suspect, la police peut choisir de ne pas diffuser d'images. Si elle diffuse des images d'un suspect, autant qu'elles soient les meilleures possibles. Évidemment, donc il n'y a aucun intérêt de les flouter, si ce n'est pour éviter que les gens comprennent qu'il s'agit d'un immigré ou d'un islamiste. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Si le gars avait eu les yeux bleus avec une croix celtique dessinée sur le front, c'est sûr qu'on aurait diffusé la photo et qu'on ne l'aurait pas flouté, parce qu'on aurait vu un intérêt politique. Là, on a vu un inconvénient politique à diffuser la photo non floutée, donc on a flouté la photo, tout simplement. Alors c'est quand même incroyable, c'est qu'aucun journaliste, pendant 48 heures, n'ait cherché à demander pourquoi. Il suffisait d'interroger Collomb, d'ailleurs ça s'est fait, mais après que l'élection soit passée. Il suffisait d'interroger les services de la mairie de Lyon, il suffisait d'interroger peut-être la police, de trouver un interlocuteur. Bah, je veux dire, il y a quand même des centaines de journalistes dans ce pays. Aucun n'a fait ce travail. Et pourquoi aucun n'a fait ce travail ? Parce que s'ils avaient fait ce travail, ils auraient découvert le poteau rose, et le poteau rose n'aurait pas servi ni les intérêts électoraux de Macron, ni les intérêts électoraux des écologistes, et même peut-être aurait servi les intérêts électoraux de Bellamy ou de Bardella. Alors quand même, c'est pas raisonnable. Donc on voit à quel point les journaux sont militants. Le gouvernement, il fait son travail de manipulation politique, mais les journaux sont militants à la fois dans l'action, quand ils promeuvent certaines idées plutôt que d'autres, et dans l'occultation. Alors, autre élément qui interroge, l'arrestation du terroriste a eu lieu au lendemain des élections européennes. Alors, jusque-là, rien de très grave. Après tout, l'enquête peut continuer. Et on peut se rendre compte que le lundi, effectivement, que cette personne est bien la personne qu'on doit arrêter. Sauf que, bien, il y a eu des propos, là encore, de Gérard Collomb, qu'on va écouter. Depuis hier, on le surveillait, je crois, Gérard Collomb, cet individu. Oui, absolument. Absolument. Il a été identifié finalement dès ce week-end. Je crois qu'il a dû être identifié dès ce week-end, oui. C'est intéressant ce que dit Collomb. La journaliste lui dit le suspect a été identifié dès hier. C'est-à-dire, elle interroge le lundi, donc hier c'est le dimanche. Et il répond dès ce week-end. Dès ce week-end, ça veut dire dès le samedi. Voilà. C'est une possibilité. Enfin, c'est pas, il ne répond pas hier, il répond dès ce week-end. Oui. C'est flou. Bon. C'est flou, mais tout est flou. Et il est évident que s'il était identifié dès samedi, ce qui est hautement probable, puisqu'ils l'ont filé par les images de vidéosurveillance, donc s'ils l'ont identifié dès le samedi, pourquoi avoir attendu le lundi, si ce n'est pour des raisons électorales ? Alors justement, cette analyse, c'est également celle de plusieurs personnalités du Rassemblement national qui ont émis l'hypothèse que ce soit évidemment pour empêcher certains votes de se porter sur le Front National, sur le Rassemblement National, pardon. Gilbert Collard a par exemple tweeté « Terroriste de Lyon, à mon avis, ils l'avaient logé assez rapidement, ils ont attendu par sécurité électorale, peut-être ». Alors pour les médias, ce sont des accusations complotistes. Si ça avait été effectivement un autre type de suspect, peut-être qu'on aurait eu des informations un petit peu plus tôt. Ah, je crois que ça aurait été beaucoup plus rapide et beaucoup plus massif. C'est là qu'on voit quand même que c'est biaisé, parce que un événement qui va dans un sens favorable au pouvoir, il va être hyper médiatisé rapidement en période électorale, et un événement qui pourrait aller dans un sens défavorable au pouvoir et favorable à l'opposition, il est occulté ou différé, voilà. Ouais, c'est sûr que s'il avait été d'extrême droite, on n'aurait pas attendu pour l'arrêter. Ça semble à peu près sûr. Mais c'est quand même peu probable. Il y a surtout des terroristes islamiques, me semble-t-il. Effectivement. Alors, autre élément très flou de cette histoire, eh bien, c'est la personnalité du terroriste. Libé, titre, explosion à Lyon, un suspect très renfermé aux motivations encore floues. Et là où c'est extraordinaire, c'est que dans le corps de l'article, eh bien, on lit « En garde à vue, le suspect aurait tenu un discours religieux intégriste ». Donc ça aurait peut-être pu éclairer un petit peu les journalistes de Libération. Même chose pour l'Obs. Colis piégé à Lyon, l'obscur profil de Mohamed Hichem M, le principal suspect. Et dans l'Obs, eh bien, on donne la parole à un voisin qui décrit un jeune homme plutôt agréable, serviable, toujours le sourire. Et puis, le Parisien donne la parole à son meilleur ami. Hichem n'est pas du tout extrémiste, confie-t-il au Parisien.
France 3, toujours sur le profil flou du suspect, le profil étrange du principal suspect, et puis Nice Matin, un suspect peu loquace aux motivations mystérieuses. Alors j'arrive, tout le monde, on ne sait pas. Il n'y a rien de mystérieux, c'est un Algérien clandestin islamiste qui hait la France, qui hait les Français et qui fait un attentat islamiste. C'est vraiment, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui allaient dans ce sens. Et bon, c'est tout à fait clair. Là, il n'y a pas de. Alors là, on a de la désinformation en fait par titrage. Parce qu'on trouve dans le corps des articles un certain nombre d'éléments, mais le titre, c'est le mystère, on ne comprend pas. Enfin, c'est on ne peut plus lumineux. Voilà. Ouais, mais pour les médias, et alors, ceci étant, quand on nous dit c'est un gentil garçon et il n'est pas extrémiste, c'est quand même pas très rassurant. Parce que qu'est-ce que ça serait si ce n'était pas un gentil garçon et qu'il était extrémiste? On est dans l'aveuglement volontaire. On est dans l'aveuglement militant. Voilà. De la part des médias. Oui, pas de notre part. Passons au tweet. Parmi les éléments, je trouve, les plus inquiétants, il y a la suspension de comptes Twitter de la part de gens qui s'étaient bornés à reprendre un article de Fake News de Libération qui faisait apparaître le domicile privé de Marlène Schiappa. Bon. Alors que Marlène Schiappa demande qu'on supprime les tweets, à la limite, on peut le comprendre. Encore que c'est un personnage public, Marlène Schiappa. Il ne faut pas non plus qu'elle nous joue pauvre petite malheureuse. C'est le combat politique, là encore. Bon, elle est engagée dans la politique, etc. Il faut arrêter de pleurnicher. Hein. Ou alors on fait autre chose. Bon, admettons. Mais ce que je trouve quand même grave, c'est de suspendre les comptes. À la limite, on supprime le tweet, bon, allez, on supprime le tweet. Mais suspendre les comptes, c'est quand même totalement disproportionné. Suspension de 12 heures. De suspension de 12 heures, d'accord. Mais enfin oui, mais on commence par 12 heures et puis c'est une première surtout alerte. Que ça arrivait très très vite, c'est-à-dire que dès qu'on postait le tweet... Et là, les gens qui ont fait ça n'avaient absolument aucune intention maligne. Ils rapportaient un événement, une analyse de Fake News, quand même pas de Libération. Bon, donc ça c'est quand même absolument grave. Ce qui est grave aussi, évidemment, c'est ce qui arrive à Assange, qui va finir sa vie en prison et peut-être s'il arrive à survivre. Quand on pense la manière dont il a été traité par les journalistes français lorsqu'il a été extrait de l'ambassade d'Équateur, avec les propos de monsieur Laurent Nomade, ou de monsieur Laurent Nomade, ou de madame Apolline de Malherbe, expliquant que c'était un pauvre type qui avait fait un flop, etc., alors que c'est un homme extrêmement courageux qui va payer de sa vie son courage, c'est incroyable. De la part de gens qui d'ailleurs sont partisans du droit d'asile, sauf pour la seule personne qui le mérite réellement. Bon, vraiment, ça c'est des nouvelles
qui montrent l'avancée du totalitarisme. Le traitement d'Assange, les suppressions de Twitter, tout ça, c'est tout à fait inquiétant. Et puis, il y a quand même une des formes de désinformation les plus perverses, c'est le bobard par occultation. Bon. Alors là, on en a plusieurs exemples, dont l'exemple, on ne nous dit pas que ceux qui ont agressé le transgenre qu'on a hyper médiatisé, eh bien, ce sont des immigrés algériens. C'en est un au moins, oui. Bon, voilà. Ça, c'est les no-news. No-news. Pas d'infos là-dessus, là, ça ne se dit pas. Et puis, c'est un peu plus banal, on a le journal du dimanche en mode tract électoral le dimanche. C'est-à-dire, théoriquement, la campagne est interdite le dimanche. La campagne est suspendue le dimanche pour les candidats, mais elle n'est pas suspendue pour les médias qui vont traiter particulièrement l'écologie, on l'a vu tout à l'heure, ou qui vont faire une série d'infos pro-Macron ou pro-écolo. Enfin, voilà. Alors, bon, le journal du dimanche, c'est le journal du groupe Lagardère, et le principal actionnaire du groupe Lagardère, c'est le Qatar, il faut quand même toujours s'en souvenir. Et puis, dernier point, on va avoir Greta Thunberg. Décidément, on l'assaisonne régulièrement, on la remet en avant régulièrement. Elle va être reçue, je crois. Elle a été invitée par un groupe de parlementaires. Ouais, voilà. Petit coup de média. On reconnaît un régime totalitaire à l'utilisation des enfants. Je dois dire que là, dans le climato-catastrophisme, que je ne confonds pas avec les vrais problèmes écologiques, le climato-catastrophisme, alors là, on y va à fond la caisse dans la manipulation des enfants. On met en avant Greta Thunberg, et puis on met des manifs de jeunes qui sont d'ailleurs... Ça marche électoralement, hein, puisque oui, bien sûr. C'est le premier parti chez les jeunes. Mais ça marchait très bien aussi... chez Adolphe et chez Joseph Staline, hein. Oui, ça marche, bien sûr, ça marche. C'est pas nouveau. Mais justement, on va aller voir si ça marche ailleurs qu'en France et en Europe, avec le troisième sujet, européenne, vague verte ou identitaire. Alors premièrement, Jean-Yves, sur cette question européenne internationale, les médias français sont restés, ils en ont parlé évidemment, ils ont parlé du fait européen, mais ils sont restés relativement discrets, en tout cas par rapport à d'autres médias, comme par exemple Braise Info, Radio Courtoisie ou même TV Liberté, qui a fait de beaux sujets là-dessus. Ils sont restés assez silencieux sur les résultats européens. Alors pourquoi ce traitement, alors que c'est une question qui est pourtant internationale ? Parce qu'ils sont quand même très franco-français, qu'ils avaient polarisé ça, non pas sur l'élection européenne dans son ampleur. Le vrai problème de ces élections européennes, c'était le problème des frontières, c'était le problème de l'identité. Précisément, c'est ce que les médias ne voulaient pas traiter. Et donc, ils ont préféré rester sur le côté franco-français, quoi, qui est le plus facile aussi pour eux. Parce que sur le reste, ça implique quand même de se documenter un petit peu, de savoir ce qui se passe, de travailler. Alors, vous n'allez quand même pas leur demander de travailler. Enfin, alors, il y a quand même eu un traitement médiatique de la question européenne par les médias français, mais c'était souvent pour se noter ou même se réjouir d'une vague verte, avec par exemple Les Échos qui, dans sa revue de presse étrangère, marque que la presse européenne s'accorde sur la montée des Verts aux élections européennes. Le journal du dimanche qui titre « Vague verte en France, mais aussi dans de nombreux autres pays », et les journalistes du journal du dimanche qui écrivent « Dans plusieurs pays européens, les listes écologiques ont fait un score à 2 chiffres, ce qui en fait des faiseurs de roi qui pèseront sur la composition de la Commission européenne. » Et puis, cerise sur le gâteau, cet éditorial du Monde, « Élection européenne, vague verte sur l'Europe, la dynamique écologique est le fait politique majeur de ce scrutin. C'est la nouveauté qui se dessine sur les ruines d'un monde en voie de disparition, le monde de l'axe gauche-droite. L'essor des partis populistes, nationalistes ou d'extrême droite se confirme également, mais il reste contenu, fragmenté et repose sur un rejet plus que sur un projet. Et les journalistes concluent, la percée du vote vert est une bonne nouvelle. Jean-Yves, on voit qu'il y a eu un parti pris médiatique. Il y a eu un parti pris médiatique avant et après. Alors, il faut quand même relativiser les choses. Les Verts, ils vont être 69 dans la prochaine Assemblée. Ils étaient 52 dans l'Assemblée sortante, c'est une progression, et ils étaient 55 en 2009. On voit que c'est quand même c'est un changement... C'est une vaguelette, quoi. Une vaguelette. Si on regarde du côté des identitaires,
Les identitaires, ils étaient une centaine en 2009. Ils étaient à peu près 150, 140, 150, 145 précisément en 2014. Et ils vont être entre 190 et 200 dans la prochaine Assemblée. Donc c'est une progression qui n'est pas absolument considérable, mais qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus significative que celle des écolos. Ne serait-ce que parce qu'ils vont représenter un poids 4 fois plus fort. 4 fois plus fort. Bon, donc il faudrait quand même mettre les choses au point. Le Monde dit aussi, ils n'ont pas de projet. Mais c'est tout à fait faux, puisque là où la progression est la plus forte, c'est dans les pays où les forces identitaires sont au pouvoir. C'est la Pologne, c'est la Hongrie, c'est l'Italie. Donc c'est complètement contre-performant. Je vais faire quelques petits commentaires. Voilà un article du Monde. Euphorique, les Verts veulent peser sur le changement en Europe. On a vu les limites de leurs résultats. Et le Monde nous explique, le groupe écologiste gagne une vingtaine de sièges, c'est plutôt moins d'ailleurs, après avoir bénéficié de la mobilisation des jeunes pour le climat, c'est-à-dire de la campagne de propagande. Voilà. Donc ça prouve que la campagne de propagande a été efficace, mais enfin, c'est quand même pas extraordinaire. En dessous, progression relative d'une extrême droite divisée. Donc là, on voit, c'est moins... Vous avez vu les chiffres. Pourtant, ils gagnent bien plus que les 20 sièges. Ils gagnent bien plus que les 20 sièges. Bon. Et Salvini en Italie et Farage au Royaume-Uni contrebalance le recul de Wilders aux Pays-Bas. Alors ça, c'est formidable, parce que Salvini, il gagne une vingtaine de sièges, Farage en gagne une dizaine, et Wilders en perd 3. Donc il y a 30 d'un côté, 3 de l'autre, les 3 perdus par Wilders étant repris par un concurrent, Baudet, qui est sur une ligne assez comparable. Donc c'est stable aux Pays-Bas. Voilà. Donc on voit vraiment la désinformation, à la fois par ignorance, peut-être autant que par malveillance. Et puis cet autre numéro du Monde, extraordinaire aussi, extraordinaire. À Strasbourg, l'extrême droite va payer cher le Brexit. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les députés du Brexit vont partir quand le Brexit aura lieu. Mais on n'a pas dit avant qu'elle s'était renforcée. L'extrême droite, c'est leur vocabulaire. On ne dit pas avant qu'elle se renforce, on annonce déjà qu'elle va s'affaiblir. Et puis, à côté, le mouvement 5 étoiles sort humilié des urnes. Alors, c'est vrai qu'en Italie, le mouvement 5 étoiles a perdu un peu de plumes, mais on préfère titrer sur les plumes perdues par le mouvement 5 étoiles que par tous les voix gagnées, qui sont très importantes, par la Ligue du Nord. Donc c'est toujours... Il y en a pour qui le verre, il est à moitié plein, et il y en a d'autres pour qui le verre, il est à moitié vide. Et c'est toujours les mêmes. Pour le Monde, c'est souvent les mêmes, effectivement. C'est souvent les mêmes, oui, absolument. Alors avant la fin de cette émission, Jean-Yves, je crois qu'après avoir parlé du journalisme du Monde, on va parler d'un autre journalisme et peut-être d'un vrai journalisme, celui de Loren Southern, pour votre coup de chapeau. Alors Loren Southern a fait un excellent documentaire Borderless sur l'invasion migratoire de l'Europe, on peut dire. Alors ce documentaire a été très vite censuré sur YouTube, je pense parce qu'il arrivait au moment de l'élection, et il a maintenant été remis en ligne, il est disponible. C'est tout à fait intéressant à regarder. C'est du vrai travail de journaliste sur un sujet majeur. Donc, regardez sur YouTube. C'est donc la fin de cette émission. Jean-Yves, à la semaine prochaine ? À la semaine prochaine.